Bienvenue à Détective Éternels. Ce soir, nous entrons dans le monde tranquille du village de Miss Marple. Dans un mystère connu sous le nom de la disparition du neveu de l'apiculteur, un jeune homme disparaît, les ruches se taisent, et des murmures de secrets cachés s'élèvent. Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère s'installer. Le soleil illumine chaleureusement les prairies de St. Mary Mead, projetant une lueur dorée sur les banderoles qui flottaient joyeusement d'un poteau à l'autre. C'était le jour de la fête d'été, un événement que tout le village attendait avec une impatience que l'on retrouve ailleurs pour les couronnements ou les mariages royaux. Des tables chargées de génoises, de tartelettes à la confiture et de pots de miel étincelants bordèrent la verdure. Les enfants s'agitaient avec des sifflets à un sou, tandis que la femme du vicaire supervisait la tombola d'un air menaçant qui suggérait que peu osaient acheter moins de 3 billets. Tout cela était si ordinaire, si sûr et pourtant, bien que personne ne s'en doutât à l'époque, ce jour resterait dans les mémoires, non pas pour les roses primées sous la fanfare, mais pour l'étrange disparition qui marquait sa fin. Parmi les stands se trouvait celui de M. Albert Pritchard, un apiculteur de renommée locale. Son miel avait été primé à la foire du comté 3 années de suite, et il ne se lassait pas de vanter la subtile supériorité des fleurs de St. Mary Mead par rapport aux variétés à trèfle des villages voisins. Mais ce jour-là, ce n'était pas M. Pritchard qui attirait l'attention, mais plutôt son neveu, le jeune James Pritchard, venu de Londres pour aider son oncle pendant l'été. James était un grand et bel homme à l'air nerveux. Ses manières citadines et son sourire éclatant avaient déjà fait jaser les jeunes dames, et son charme naturel n'avait pas échappé non plus à plusieurs dames plus âgées. Ce matin-là, on l'avait vu rire avec mademoiselle Lydia Barton au bar à noix de coco, et plus tard apporter un plateau de gâteaux à madame Weatherby, qui déclarait qu'il était plus élégant que la plupart des garçons de son âge. D'autres, pourtant, ne se laissaient pas séduire aussi facilement. Le vieux monsieur Cottle marmonnait à propos des jeunes gens qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, et madame Price Ridley s'exclamait que rien de bon ne sortait des neveux qui passèrent l'été chez des parents à la campagne. C'était un discours typiquement villageois, mi-inville, mi-méfiance, et tout cela allait bientôt prendre un sens plus aigu. Miss Marple, installée dans un fauteuil confortable près de la théière, observait tout cela avec son air placide habituel. Elle s'impliquait rarement dans les jeux ou les tombolas, mais elle trouvait un intérêt sans fin aux petits drames qui se déroulaient sous les banderoles. Une jeune femme agacée par son mari qui passait trop de temps aux fléchettes. Un enfant empochant une pomme d'amour supplémentaire alors qu'il pensait que personne ne regardait. Et James Pritchard souriant exactement de la même manière à toutes les femmes de moins de d'autres, pourtant ne se laissait pas séduire aussi facilement. Le vieux monsieur Cottle marmonnait à propos des jeunes gens qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, et madame Price Ridley s'exclamait que rien de bon ne sortait des neveux qui passèrent l'été chez des parents à la campagne. C'était un discours typiquement villageois, mi-inville, mi-méfiance, et tout cela allait bientôt prendre un sens plus aigu. Miss Marple, installée dans un fauteuil confortable près de la théière, observait tout cela avec son air placide habituel. Elle s'impliquait rarement dans les jeux ou les tombolas, mais elle trouvait un intérêt sans fin aux petits drames qui se déroulaient sous les banderoles. Une jeune femme agacée par son mari qui passait trop de temps aux fléchettes. Un enfant empochant une pomme d'amour supplémentaire alors qu'il pensait que personne ne regardait. Et James Pritchard souriant exactement de la même manière à toutes les femmes de moins de 45 ans. La fête se poursuivit jusqu'en fin d'après-midi, et tandis que la foule commençait à se disperser, on entendit M. Albert Pritchard appeler son neveu d'un ton plutôt irritable. James avait promis d'aider à ramener les ruches au cottage, mais il était introuvable. Parti en balade, sans doute, dit Albert en secouant la tête. Mais une heure plus tard, son ton était devenu moins agacé et plus troublé. En matin, la fête se poursuivit jusqu'en fin d'après-midi, et tandis que la foule commençait à se disperser, on entendit M. Albert Pritchard appeler son neveu d'un ton plutôt irritable. James avait promis d'aider à ramener les ruches au cottage, mais il était introuvable. En balade, sans, dit Albert en secouant la tête, mais une heure plus tard, son ton était devenu moins agacé et plus troublé. Le soir, les derniers stands étant rangés, James manquait toujours à l'appel. Personne ne l'avait vu quitter la fête, même si plusieurs étaient certains de l'avoir aperçu près de la lisière de la pelouse peu après le thé. On fit venir le gendarme, et le cottage de Pritchard resta vide, à l'exception d'Albert lui-même et du bourdonnement des abeilles. Au début,
C'était une bizarrerie triviale. Les jeunes hommes sont souvent en retard, et les neveux de Londres sont doublement inquiets à mesure que l'obscurité tombe et que les murmures se répandent. Le mot le plus redouté dans les villages tranquilles commence à murmurer de bouche en bouche. Quelque chose n'allait pas. Miss Marple, rentrant chez elle au crépuscule, s'arrêta devant sa porte pour réfléchir. Pour d'autres, l'absence de James était intrigante, mais pas encore alarmante. Pour elle, elle commençait déjà à prendre la forme de quelque chose de bien plus grave. Après tout, les gens ne disparaissent pas comme ça. Il y a toujours des raisons, généralement liées à la folie humaine, à l'orgueil ou à la jalousie. Et St. Mary Mead n'en manquait pas. Le lendemain matin, St. Mary Mead était déjà en effervescence. La nouvelle de la disparition du jeune James Pritchard s'était répandue à une vitesse remarquable. Car dans un village où chaque détail était noté, la disparition soudaine d'un beau nouveau venu ne pouvait que susciter à la fois inquiétude et curiosité. Madame Price Ridley, qui se targuait d'être toujours la première informée, avait déjà déclaré à sa voisine qu'elle n'avait jamais cru au sourire du garçon. Elle remarqua sur un ton de supériorité que les manières citadines du jeune homme lui avaient suggéré une certaine imprudence. « Croyez-moi, insista-t-elle, il y a une femme derrière tout ça. » Sa voisine, Madame Bartlett, s'exclama avec une telle audace, mais répéta néanmoins sa remarque lorsqu'elle alla plus tard chez l'épicier. À midi, la moitié du village crut que James Pritchard s'était enfui avec une silhouette féminine obscure. Au même moment, M. Cottle, qui avait l'habitude de s'asseoir devant son portail, sa pipe à la main, racontait à qui voulait l'entendre que le jeune homme était probablement parti à Londres pour l'aventure et qu'il reviendrait une fois ses poches vides. « Les jeunes gens font ce qu'ils veulent », dit-il en hochant la tête d'un air entendu, même si ses connaissances ne reposent que sur une longue méfiance envers la jeunesse. Pendant ce temps, l'épouse du vicaire, Madame Clément, adopta un point de vue plus charitable. Lors de la réunion paroissiale matinale, elle expliqua à l'Assemblée que James était probablement retardé par une course et qu'il était tout à fait inutile de nous alarmer avec des rumeurs de scandale. Pourtant, tout en parlant, son regard allait d'un villageois à l'autre, comme pour jauger qui semblait le plus inquiet face à cette nouvelle. Albert Pritchard, l'apiculteur lui-même, était profondément perturbé. L'homme était connu pour son sérieux et son pragmatisme, une personne plus encline à se soucier de la santé de ses abeilles que des ragots de ses voisins. Pourtant, ce matin-là, il arriva au pré pour parler à l'agent Peckham, le visage pâle et la voix hachée. « Il n'est pas au chalet », dit Albert d'un ton sombre. « Son lit est vide, et il ne manque aucun de ses vêtements. À vous de me dire ce qui paraît logique. » Le gendarme, un homme solide mais peu imaginatif, fronça les sourcils et tapota son carnet. Il pensa que James était resté chez des amis. On se renseignera à l'auberge, monsieur. Il avait peut-être bu un verre ou deux et préférait rentrer à pied. Pourtant, consulté, l'aubergiste déclara que James n'avait pas remis les pieds dans son établissement après la fête. Miss Marple écoutait tout cela avec son calme habituel. Tandis qu'elle soignait ses rosiers au soleil matinal, ses voisins s'arrêtaient au portail de son jardin pour partager leurs spéculations. Elle écoutait avec une patience bienveillante, le regard pensif derrière ses lunettes. Pour ceux qui la connaissaient, elle semblait l'image même de la compassion bienveillante. Ce que peu réalisaient, en revanche, c'est qu'elle enregistrait chaque remarque, chaque contradiction, chaque petite incohérence dans son esprit vif. Par exemple, l'affirmation de Madame Price Ridley, selon laquelle James devait être en couple avec une femme mystérieuse, l'intéressait beaucoup. Après tout, la dame avait vu James parler à mademoiselle Lydia Barton lors de la fête et en avait probablement tiré sa propre conclusion. Mais Miss Marple se souvenait aussi des compliments chaleureux de Madame Witherby sur la serviabilité de James et de la façon dont plusieurs autres personnes avaient remarqué ses conversations avec diverses dames. Le garçon avait certainement largement diffusé son attention, mais passer de cela à la fugue semblait un peu hâtif. On expliquait souvent les mystères dans les termes qui correspondaient le mieux à sa propre vision du monde. La maisonnée des Barton était elle aussi plongée dans une certaine agitation. Lydia Barton, une jeune femme pleine d'entrain et d'un penchant pour le flirt, nia savoir où se trouvait James, mais rougit furieusement lorsqu'on insista. Sa mère affirmait que Lydia était restée à la maison toute la soirée après la fête, mais le regard de sa fille suggérait le contraire. Miss Marple, qui observait l'échange depuis le perron des Barton, ne dit rien, mais son esprit continuait à avancer. Il était toujours utile de noter qui rougissait aux questions et qui les éludait. Plus tard dans la journée, un petit groupe se rassembla au cottage Pritchard.
L'agent Peckham fit mine de fouiller la chambre du garçon, mais ses efforts se résumèrent surtout à ouvrir des tiroirs et à regarder. Sous le lit, plusieurs voisins s'attardèrent dans les environs, tendant le cou à l'affût de tout signe inhabituel. Le cottage lui-même sentait fortement le miel et la cire, le bourdonnement des abeilles à l'extérieur donnant une étrange connotation sinistre à la scène. Sur la table de chevet se trouvait une lettre à moitié terminée, l'écriture nette mais brusquement interrompue au milieu d'une phrase. Albert, fronçant les sourcils, déclara ne l'avoir jamais vue auparavant. La lettre semblait adressée à une certaine Clara, bien qu'aucun nom de famille ne fût indiqué. Ce petit indice suffisait à remettre les langues en émoi. Madame Bartlett déclara aussitôt que Clara devait être une amoureuse secrète à Londres. « Cela explique tout », dit-elle triomphalement, même si ce que cela expliquait restait vague. Un autre suggéra que Clara pourrait être une villageoise déguisée, cachant son identité derrière un simple prénom. Les spéculations se multiplièrent comme des abeilles, chaque villageois ajoutant sa propre touche personnelle jusqu'à ce que l'histoire ne ressemble plus guère à la vérité. Miss Marple, cependant, observa la lettre différemment. Elle remarqua la fermeté de l'écriture de James, la fluidité de ses mots. Un jeune homme écrivant à sa bien-aimée, certes, mais pourquoi l'avait-il laissée inachevée? On n'abandonne pas une lettre sans raison. Quelque chose l'avait interrompue, quelque chose de soudain. Elle rangea cette pensée dans son coin. À mesure que la journée avançait, la tension montait à St. Mary Mead. Les ménagères chuchotaient à leurs portes. L'épicerie se transformait en un lieu de spéculation insensée. Même les enfants ressentaient le malaise. Leurs jeux s'atténuaient, leurs regards attentifs. C'était comme si le village lui-même avait pris une inspiration collective, attendant la révélation qui allait suivre. Ce soir-là, Miss Marple reçoit la visite de Madame Witherby. La vieille dame, troublée et angoissée, confia avoir vu James se diriger vers la lisière du pré juste avant le crépuscule, le jour de la fête. « Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment », admit-elle en se tordant les mains sur ses genoux. « Mais maintenant, Miss Marple, imaginez qu'il lui arrive quelque chose de terrible après ça. » Miss Marple la rassura gentiment, mais lui demanda avec douceur si James était seul. Madame Witherby hésita, puis dit qu'elle croyait avoir aperçu une autre silhouette qui le suivait, bien qu'elle n'en fût pas certaine dans la lumière déclinante. C'était peut-être une illusion d'optique, ajouta-t-elle précipitamment. Miss Marple n'insista pas. Elle hocha lentement la tête, l'esprit s'agitant à nouveau. Lorsque les lampes du village commencèrent à briller, Albert Pritchard resta seul près de son foyer, les yeux rivés sur les flammes. Les abeilles dehors s'étaient depuis longtemps retirées dans leurs ruches, leur ordre constant contrastant fortement avec le chaos qui régnait dans son cœur. Car bien qu'Albert fût un homme pragmatique, il ne pouvait s'empêcher de penser que son neveu avait été victime d'un acte criminel. Et si l'agent Peckham parlait encore de fugue et de méfaits londoniens, Miss Marple savait qu'il n'en était rien. On ne disparaît pas comme ça, et les jeunes gens n'abandonnent pas leurs lettres inachevées sans raison. Ce soir-là, elle était assise près de son feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, ses pensées tissant des motifs bien plus complexes que la laine dans ses mains. Quelque part dans les ragots, les rougeurs et les confessions à demi-voix se cachaient la vérité. La nature humaine, songea-t-elle, était aussi prévisible que le changement des saisons. Le problème était de convaincre les autres de la voir. Le lendemain matin, St. Mary Mead se réveilla sous un léger voile de brume, l'air frais et immobile, comme si le village lui retenait son souffle. On avait vu l'agent Peckham marcher d'un pas décidé le long du chemin en direction du cottage Pritchard, son carnet sous le bras et l'air déterminé. La disparition de James Pritchard était devenue trop importante pour être balayée d'un revers de main comme une simple folie de jeunesse. Il fallait mener des recherches, poser des questions et exiger des explications. C'est du moins ainsi que Peckham l'exprima, même si aux yeux des villageois, cela semblait plus une question de forme que de conviction. Car en vérité, le gendarme penchait fortement pour la théorie selon laquelle James était parti de son plein gré. Les jeunes gens sont des créatures agitées, déclare plus d'une fois ce matin-là. Et les Londoniens encore plus. Il reviendra la bourse vide et avec une histoire à raconter. Croyez-moi, de telles déclarations faites à voix haute au comptoir de l'épicier étaient censées calmer les nerfs. Pourtant, le regard des villageois trahissait leur malaise. Ils cherchaient à être rassurés, mais n'étaient pas entièrement convaincus. Albert Pritchard, cependant, refusait d'être réconforté. Debout devant le portail de son jardin, le visage crispé, il répétait à tous ceux qui passaient que les affaires de son neveu étaient intactes.
Pas une chemise ne manquait, pas un sou pris dans le bocal de son tiroir, insistait-il. S'il avait l'intention de partir, pourquoi se priverait-il même de ses bottes cirées pour voyager? Les abeilles bourdonnaient nerveusement dans leurs ruches, comme si elles se faisaient de l'écho de son agitation, et plus d'un villageois remarqua la vue de l'homme, d'habitude si posé, arpentant maintenant le chemin, les poings serrés. En milieu de matinée, un petit groupe d'hommes se rassembla sur la pelouse, sous les ordres de Peckham, et partit ratisser les bois et les champs environnants. Ils portèrent des lanternes et de solides bâtons, mais aucun ne pouvait dire précisément ce à quoi ils s'attendaient à trouver. Les femmes du village les regardaient repartir, chuchotant entre elles d'une voix inquiète. Chacune était impatiente de partager sa version des faits, convaincue d'avoir été la seule à voir quelque chose qu'elle avait oublié. Miss Marple, comme toujours, demeurait discrètement observatrice. Elle était assise près de la fenêtre de son salon, tricotant, son regard errant de temps à autre vers la ruelle. Plusieurs des personnes qui cherchaient à la découvrir s'arrêtaient pour lever leur chapeau sur son passage, car la présence de Miss Marple à St. Mary Mead était à la fois familière et rassurante. Bien qu'elle ne fît pas de grandes déclarations, il était bien connu qu'elle avait un sens aigu du détail, et un don inné pour se souvenir de qui avait dit quoi, et quand c'est en fin de matinée que Miss Marple reçoit sa première visite de la journée. Lydia Barton arriva pleine d'énergie nerveuse, les joues rouges et les mains crispées sur ses genoux, tandis qu'elle s'enfonçait dans le fauteuil indiqué par Miss Marple. « Je voulais vous parler, Miss Marple, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Voyez-vous, les gens disent des choses horribles, et je ne sais pas s'ils y croient, mais cela m'effraie. » Miss Marple offrit une tasse de thé à son invité et l'écouta avec douceur. Lydia avoua avoir bel et bien parlé à James à la fête, et qu'il lui avait promis de la raccompagner chez elle, même s'il ne l'avait finalement pas fait. Il avait dit qu'il avait quelque chose à aller chercher à l'étal de son oncle, expliqua-t-elle, les yeux fixés sur la fenêtre comme si elle craignait les oreilles indiscrètes. Ce fut la dernière fois que je le vis. Vraiment, Miss Marple, je n'y étais pour rien. Miss Marple hocha gentiment la tête, ses aiguilles claquant doucement. Je suis sûre que non, ma chère, mais il est utile de connaître les derniers mots prononcés. Elle posa une ou deux petites questions pour savoir si James semblait troublé, si son attitude avait été différente ce soir-là. Lydia répondit qu'il avait semblé joyeux, voire excité, sans pouvoir dire pourquoi, comme s'il avait quelque chose d'important à dire, ajouta-t-elle avec hésitation. Après le départ de Lydia, Miss Marple réfléchit au récit de la jeune fille. L'excitation n'était pas celle d'un jeune homme prévoyant de s'enfuir en secret. C'était cependant le genre d'attitude qu'on attendrait de quelqu'un sur le point de rencontrer quelqu'un d'autre, ou de se montrer confiant. Son esprit revint à la lettre inachevée adressée à Clara. Peut-être la clé ne se trouvait-elle pas à Londres, comme le pensait l'agent de police, mais bien plus près de chez elle. Plus tard dans la journée, Madame Wetherby revient expliquer son observation près du Green. Après une nuit de réflexion agitée, elle était désormais certaine d'avoir aperçu une silhouette qui suivait James. « Un homme grand, je crois, dit-elle, même si sa certitude vacillait à chaque mot. Ou peut-être pas si grand que ça. La lumière décline, vous savez. Mais j'avais bien l'impression que quelqu'un se déplaçait derrière lui. Pas assez près pour le toucher, mais assez près pour le suivre. » Miss Marple la remercia gravement, notant une fois de plus les petites incohérences qui se glissaient toujours dans les récits donnés après une trop longue réflexion. La mémoire humaine était une chose curieuse. Elle se brodait, se modifiait, se convainquait elle-même. Pourtant, l'essentiel de l'histoire était utile. James n'avait pas marché seul. L'enquête du gendarme Peckham, quant à elle, n'avait pas donné grand-chose. Les hommes revinrent de leurs recherches dans les champs, avec rien de plus inquiétant qu'un chien de berger égaré, et les bois ne rapportèrent que des branches cassées et des ronces. Peckham tenta de paraître autoritaire en déclarant que les recherches se poursuivaient, mais les villageois sentirent son malaise. Il n'aimait pas les mystères qui ne pouvaient être résolus par une marche rapide et quelques questions sévères. Ce soir-là, le vicaire et son épouse organisèrent une petite réunion au presbytère, officiellement pour réconforter Albert Pritchard, mais en pratique, ce fut un nouveau forum de spéculation. La salle était bondée de visages inquiets, les tasses de thé passant de main en main tandis que les théories circulaient. Certains suggèrent que James avait été victime d'un accident et qu'il gisait blessé quelque part à la campagne. D'autres murmuraient des mots plus sombres à propos de querelles, de dettes ou d'ennemis cachés. Albert, assis, sombre et silencieux près du feu, les yeux fixés sur les flammes. Miss Marple, assise dans un coin tranquille, parlait peu mais écoutait tout.
Elle observait qui parlait vite et qui hésitait, qui regardait Albert avec sympathie et qui l'évitait. Elle remarqua le rouge sur les joues de Lydia à la mention de son nom et la légère crispation des lèvres de Madame Price Ridley lorsque le sujet de la mystérieuse Clara fut abordé. Pour la plupart, ce n'étaient que des réactions insignifiantes et sans importance. Pour Miss Marple, c'étaient les fils d'une tapisserie qu'elle seule pouvait voir. Alors que la soirée touchait à sa fin, elle rentra chez elle sous les étoiles, d'un pas calme, la pensée précise. James Pritchard avait disparu, non sans laisser de traces. Une lettre à moitié écrite, une promesse non tenue, une ombre dans le crépuscule, les pièces d'un puzzle. La nature humaine, songea Miss Marple, était infiniment révélatrice. Les gens mentent, rougissent, se soutiennent mal, mais au final, leurs actes les trahissent. Il suffisait d'observer, d'écouter et d'attendre. Lorsqu'elle atteignit sa chaumière, la brume s'était à nouveau épaissie, enveloppant le village d'un silence absolu. Elle posa son tricot et se servit d'une petite tasse de lait chaud. Le monde à sa fenêtre semblait calme, ordinaire, presque paisible. Pourtant, elle savait que sous ce calme, quelque chose de plus sombre s'agitait, et tant que la lumière ne serait pas révélée, Sainte Mary Mead ne trouverait pas le repos. Les jours qui suivirent la disparition de James Pritchard n'apportèrent aucun répit à Sainte Mary Mead. Au contraire, la tension s'intensifia, s'immisçant dans le rythme quotidien du village. Les ménagères parlaient à voix basse à leurs portes, les fermiers interrompaient leurs travaux dans les champs pour spéculer. Et chaque petit rassemblement, que ce soit à la poste, chez l'épicier ou au cimetière, semblait revenir au même sujet troublant. Où était passé le jeune homme, et pourquoi était-il parti si soudainement? L'agent Peckham, désireux de prouver ses compétences, redoubla d'énergie dans son enquête. Il interrogea longuement Albert Pritchard, et bien que l'apiculteur affirma ignorer tous des allées et venues de son neveu, en dehors de la fête, Peckham semblait mécontent. « Mais on a toujours plus de choses à offrir qu'elle n'en montre », murmura-t-il d'un ton sombre. Une phrase qu'il répéta à plusieurs villageois, qui la répétèrent à leur tour à leurs voisins. Bientôt les soupçons se portèrent, injustement peut-être, sur Albert lui-même. Après tout, qui savait quelle querelle pouvait naître entre l'oncle et le neveu? On avait parlé de disputes au sujet des ruches, murmurées par Madame Bartlett, qui prétendait avoir entendu un soir des voix s'élever dans le jardin de Pritchard. Albert, entendant ces murmures, se renferma davantage. Ses salutations, autrefois amicales, se transformèrent en hochements de tête brefs, et sa silhouette, marchant péniblement le long du chemin, chaussée de ses bottes usées, semblait peser bien plus que les pots de miel qu'il portait. Certains le plaignent, d'autres s'interrogent. Dans un village, il suffit de peu pour que la pitié se mue en suspicion. Miss Marple, pour sa part, avait écouté attentivement ces développements. Elle avait toujours connu Albert comme un homme stable et honnête, peu enclin à la violence. Mais elle comprenait aussi que les tensions familiales, mêlées d'orgueil ou de ressentiment, pouvaient susciter des émotions inattendues. Elle pensait à d'autres familles qu'elle avait connues, où neveux et oncles s'étaient disputés amèrement à propos d'héritage, de terre ou d'affection. La nature humaine, songea-t-elle, n'était pas toujours aussi placide qu'il y paraissait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un autre personnage n'attire l'attention de Lydia Barton. Ses dénégations rougissantes et son agitation étaient devenues un sujet de vif intérêt, surtout après que Madame Price Ridley eut annoncé à l'épicerie avoir vu Lydia et James rire ensemble à la fête. « Croyez-moi, déclara-t-elle, cette jeune fille en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. » D'autres acquiescèrent d'un air entendu, car les manières coquettes de Lydia étaient bien connues à Sainte Mary Mead. L'idée que James ait pu disparaître pour elle, que ce soit lors d'une fugue ou dans des circonstances plus sombres, semblait satisfaire le goût du scandale des villageois. Madame Barton, une femme pauvre, était bouleversée par les ragots. Elle se mit à accompagner sa fille à chaque course, comme pour la protéger des langues acerbes, mais cela ne fit qu'attirer davantage l'attention. Lydia elle-même alternait entre dénégations véhémentes et protestations d'innocence larmoyante, ce qui ne parvint guère à apaiser les rumeurs. Plus d'un remarqua qu'elle avait l'air coupable, et dans le contexte impitoyable des spéculations villageoises, les apparences comptaient beaucoup. L'agent Peckham commença bientôt à interroger Lydia. Il se rendit 2 fois au domicile des Barton dans la même journée, et bien que Madame Barton affirma qu'il ne faisait que remplir son devoir, son regard trahissait son inquiétude. Lydia pâlit et pinça les lèvres sous les questions, son éclat habituel s'éteignant. Les manières de Peckham n'étaient pas cruelles, mais il faisait preuve d'une obstination brutale qui laissa la jeune fille perplexe. Interrogée sur ses déplacements après la fête,
Elle admit être rentrée seule à pied, mais Miss Marple, se souvenant de son hésitation précédente, se demanda si la vérité n'avait pas été soigneusement étouffée. Le village, cependant, n'avait pas besoin d'être persuadé. Pour la plupart, Lydia était désormais la principale suspecte. « Les jeunes filles sont stupides », dit M. Cottle en tirant sur sa pipe avec satisfaction. Elle le menaçait, et quand les choses allaient trop loin, elle se retrouvait dans l'embarras. Sa femme secoua la tête devant une telle dureté, mais d'autres acquiescèrent. Les ragots se nourrissent de certitudes, même infondées. Miss Marple resta prudente. Elle remarqua l'empressement avec lequel les soupçons se portèrent d'Albert vers Lydia, comme si les villageois cherchaient à se soulager en accusant les autres. C'était un schéma courant, elle le savait. Les gens n'aimaient pas l'incertitude, et donc ils encombraient d'histoires de leur cru. Pourtant, se rappela-t-elle, la vérité était rarement aussi complaisante. Elle repensa à la lettre à moitié écrite, à l'ombre que Madame Weatherby avait aperçue, et à l'énergie débordante dont James avait fait preuve avant sa disparition. De tels détails ne correspondaient pas tout à fait au simple récit que le village tissait. Un après-midi, Miss Marple décida de rendre visite à Albert. Elle le trouva dans son jardin, s'occupant des ruches d'un geste lent et posé. Son visage était tiré, ses yeux lasses. Il l'accueillit avec un sourire forcé, visiblement reconnaissant de sa compagnie, qui n'était pas chargée d'accusations. Autour d'une tasse de thé fort, elle s'enquit gentiment de son neveu. Albert parla d'abord d'une voix hésitante, puis avec plus d'émotion, décrivant James comme un brave garçon, quoique un peu trop prompt avec les dames. Il admit qu'il s'était disputé à l'occasion, notamment à propos de responsabilité et de travail, mais insista sur l'absence de rancune entre eux. « S'il avait voulu partir, je lui aurais souhaité bonne chance, » dit Albert fermement. Mais il ne serait pas parti sans m'en parler. Il était insouciant, certes, mais pas cruel. Miss Marple écoutait, son regard bienveillant et fixe. Elle s'enquit de la lettre à Clara, mais Albert secoua la tête. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Peut-être d'une londonienne. Il ne m'en parlait pas. La voix de l'apiculteur tremblait légèrement lorsqu'il ajouta que s'il lui arrivait du mal, il priait pour qu'on trouve le coupable. Il méritait mieux. Miss Marple posa doucement la main sur son bras, sans rien rassurer, mais avec une compassion discrète. Ce soir-là, alors que le soleil baissait, l'agent Peckham convoqua une réunion à la salle des fêtes pour faire le point sur l'avancement de son enquête. La salle se remplit rapidement, tous les bancs étant occupés, l'atmosphère pesante d'impatience. Peckham, debout, raide au premier rang, s'éclaircit la gorge et annonça qu'Albert Pritchard et Lydia Barton étaient des personnes d'intérêt. Ces paroles, soigneusement choisies, retentirent lourdement sur l'assemblée. Des murmures parcoururent la salle, certains choqués, d'autres tristement satisfaits. Albert resta impassible, tandis que Lydia enfouissait son visage dans ses mains. Miss Marple, assise au fond, observait la scène avec un calme serein. Elle vit Madame Barton serrer l'épaule de sa fille, la mâchoire d'Albert se crisper. Madame Price Ridley se pencher en avant avec empressement, comme si elle savait une revanche. Elle remarqua aussi Madame Weatherby se tortiller, mal à l'aise, son récit précédent pesant peut-être sur sa conscience. Pour Miss Marple, tout cela était un schéma familier du comportement. Peur, soulagement, culpabilité et triomphe, mêlés à parts égales. Alors que la réunion se dispersait dans la fraîcheur de la nuit, des voix s'élevèrent dans des discussions animées. Certains déclarèrent Albert coupable, d'autres insistent sur la faute de Lydia. Le village avait trouvé ses premiers suspects et, ce faisant, avait apaisé sa peur de l'inconnu. Mais Miss Marple rentre chez elle d'un pas pensif, son sac à tricot sous le bras. Elle savait que la vérité était rarement découverte dès le premier soupçon. Le cœur du problème restait caché, attendant d'être découvert. Le lendemain de la réunion du village, l'aube se leva radieuse, comme si le soleil lui-même cherchait à dissiper le malaise qui régnait à St. Mary Mead. Pourtant, aucune lumière dorée ne pouvait dissiper les ombres du soupçon. Albert Pritchard se dirigea vers le pré, la tête baissée, supportant les regards des voisins qui l'avaient autrefois accueilli chaleureusement. Lydia Barton resta à l'intérieur, les rideaux tirés et sa mère recevant les visiteurs avec une politesse forcée. Le village avait trouvé ses suspects, et bien qu'aucune inculpation n'ait été prononcée, le verdict était déjà tombé dans beaucoup d'esprits. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations avec calme et détermination. Elle visitait l'épicier, la poste et le cimetière, écoutant avec sa patience habituelle chaque remarque, aussi insignifiante soit-elle. Derrière ces bavardages, elle cherchait le fil de la vérité, car la nature humaine, elle le savait bien, se révèle souvent dans les plus petits détails.
C'est dans le cimetière, alors qu'elle admirait les roses, qu'elle surprit un curieux échange entre deux écoliers. Ils chuchotaient à propos d'un objet brillant trouvé à l'orée du bois. Lorsqu'elle leur demanda gentiment ce qu'ils avaient découvert, ils rougirent et marmonnèrent que ce n'était rien, avant de filer. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Les garçons écartèrent rarement les objets brillants sans raison. Cet après-midi-là, elle fait sa promenade habituelle, une lente déambulation qui lui permet d'observer beaucoup de choses tout en ayant l'air que d'une vieille dame en train de faire de l'exercice. Elle longea le chemin en direction du pré où James avait été vu pour la dernière fois. L'herbe y était haute, et le sentier serpentait jusqu'à la lisière du bois. C'était un endroit calme, marqué seulement par le bourdonnement des abeilles et le bruissement des feuilles. Alors qu'elle se penchait pour examiner un carré d'ortie, son regard perçant aperçut une lueur à moitié dissimulée dans l'herbe. Se baissant prudemment, elle récupéra un petit bouton de manchette en argent gravé d'une initiale à peine visible. La lettre semblait être un C. Miss Marple retourne l'objet dans sa main. Ce n'était pas un bibelot bon marché, mais plutôt le genre d'ornement que porte un homme de goût et fortuné. James lui-même, songea-t-elle, n'avait jamais porté de bouton de manchette. C'était un jeune homme au style citadin, certes, mais elle avait remarqué que ses chemises étaient simples et son style décontracté. Cet objet devait donc appartenir à quelqu'un d'autre, qui se trouvait près de l'endroit où James avait été aperçu pour la dernière fois. Elle glissa le bouton de manchette dans son mouchoir et poursuivit sa promenade, l'air serein, malgré une pensée agitée. Plus tard dans la soirée, elle réfléchit à la question près du feu. La lettre C pouvait ne rien signifier. Elle pouvait appartenir à un visiteur, un voyageur de passage ou une personne insouciante. Pourtant, elle se souvint de la lettre inachevée adressée à Clara. Y avait-il un lien? Ou la coïncidence était simplement une coïncidence? Miss Marple avait appris depuis longtemps que les coïncidences étaient rares en pareille matière. Le plus souvent, elles révélèrent des vérités cachées. Le lendemain, elle rend visite à Albert Pritchard, soi-disant pour lui apporter un pot de confiture de prunes. Elle le trouva à sa table, le visage tiré, les yeux lourds de fatigue. Il accepta le pot avec gratitude, et Miss Marple, avec sa douceur, remarqua la tension des derniers jours. Albert soupira profondément. « C'est l'ignorance, Miss Marple. Je supporte les épreuves, mais pas l'incertitude. » Elle hocha la tête avec sympathie, avant d'orienter la conversation vers les connaissances de James. Avait-il des amis au village? Quelqu'un d'autre que Lydia Barton? Albert secoua la tête. Il était plutôt amical, mais pas proche de qui que ce soit. Il parle même une fois d'un Londonien qui pourrait venir lui rendre visite. Je n'y prêtais guère attention. Les citadins font toujours des promesses. Miss Marple garda cette remarque pour elle. Un ami londonien pourrait expliquer beaucoup de choses, peut-être même le bouton de manchette. Elle demanda d'un ton léger si James avait prononcé le nom de son ami, mais Albert ne s'en souvenait pas. Il s'attendait seulement à ce qu'il apparaisse soudainement. James dit qu'il aimait les surprises. La voix d'Albert trembla légèrement lorsqu'il ajouta « Si seulement il ne nous avait pas surpris aussi cruellement ». Tandis que Miss Marple remontait le chemin, elle méditait sur les paroles d'Albert. Un visiteur londonien, inattendu, sans prévenir, se faufilant dans le village sans attirer l'attention. Il était fort possible qu'une telle personne soit arrivée à la fête, se mêlant à la foule, aperçue mais non reconnue. Si tel était le cas, alors James avait peut-être rencontré quelqu'un ce soir-là, quelqu'un qui l'avait attiré loin de la verdure et dans le crépuscule. Les jours suivants, l'agent Peckham continue d'interroger Lydia Barton, convaincue de détenir la clé du mystère. La jeune fille, pâle et épuisée, pleure ouvertement lorsqu'on la confronte, affirmant ignorer tout de la disparition de James. Miss Marple, témoin d'une telle rencontre près du bureau de poste, observait attentivement. Les larmes de Lydia semblèrent sincères, mais une lueur d'autre chose, peut-être de la peur, peut-être de la honte, indiquait à Miss Marple que la jeune fille n'était pas totalement inconsciente. Ce n'était pourtant pas la connaissance qu'imaginait l'agent. Lydia, pensa-t-elle, était peut-être coupable de bêtises, mais pas de malveillance. Un soir, alors que Miss Marple tricotait dans son salon, Madame Witherby la rappela. La vieille dame, les mains tremblantes, avoua qu'elle se souvenait d'autres souvenirs de cette soirée. « Je ne voyais pas seulement James, murmura-t-elle. Il y avait une deuxième silhouette, certes, mais j'entendais aussi quelque chose, des voix basses et précipitées, comme si elles se disputaient. » Elle marque une pause, déglutissant nerveusement. « Je n'en suis pas sûr, mais je pense que l'une des voix n'était pas d'ici. Elle avait un ton différent, plus aigu, plus rapide, peut-être une voix londonienne. » Miss Marple la remercia chaleureusement, même si intérieurement elle sentait une certitude tranquille se former.
Pièce après pièce, le puzzle prend forme. Le bouton de manchette reposait désormais dans son panier à couture, caché parmi des bobines de fil. Elle ne l'avait montré à personne, pas même à Albert, car elle savait que le révéler prématurément ne ferait qu'attiser les ragots et entraîner des jugements hâtifs. Non, mieux valait attendre, observer, laisser la main coupable se révéler. La nature humaine, songea Miss Marple, était comme une broderie, le motif souvent invisible, jusqu'à ce que les fils soient assemblés. À la fin de la semaine, le village restait agité, mais Miss Marple s'était calmée. Le bouton de manchette en argent, la lettre inachevée, la mention d'un ami londonien et le souvenir de voix querelleuses allaient dans le même sens. Les villageois pouvaient bien parler d'Albert et de Lydia, mais elle savait que la vérité se trouverait probablement ailleurs. Il s'agissait simplement de patience, d'écoute et de laisser la folie humaine éclater au grand jour. Le rythme paisible de St. Mary Mead laissa peu à peu place à un courant sous-jacent de suspicion et de malaise. Là où autrefois les voisins échangèrent des plaisanteries sur la météo ou le jardin, leurs conversations tournaient désormais inévitablement vers les secrets. La disparition de James Pritchard était devenue plus qu'un mystère isolé. C'était un miroir tendu au village, reflétant des ressentiments cachés et des scandales enfouis. Les visites répétées de l'agent Peckham en avaient déstabilisé plus d'un. Ses questions étaient directes, et sa présence dans les chaumières comme dans les salons suscitait des murmures. Madame Price Ridley déclarait haut et fort qu'elle n'avait rien à cacher. Mais son empressement à le dire ne faisait que susciter des spéculations. M. Cottle, lui aussi, paraissait nerveux au passage de l'agent, et bien qu'il affirmât ne rien savoir d'autre que ce qu'il avait déjà dit, il évitait les conversations avec plus de prudence que d'habitude. C'était comme si la recherche de James avait exhumé non seulement un homme disparu, mais aussi le fragile tissu de confiance du village. Miss Marple observait ces changements avec son calme habituel. Elle n'intervenait pas, ni ne posait ouvertement de questions, et pourtant, son regard ne manquait de rien. Elle voyait Lydia Barton tressaillir à chaque fois que le nom de James était mentionné. Les mains de Madame Weatherby tremblaient lorsqu'elle évoquait cette soirée. Albert Pritchard s'agitait autour de ses abeilles, avec une lourdeur qui suggérait plus que du chagrin. Le village vibrait de petits signes, chacun racontant sa propre histoire. C'est au cours d'une de ces promenades matinales que Miss Marple se retrouva en conversation avec M. Cottle. Le vieil homme était assis devant sa chaumière, pipe à la main, bien que sa bonne humeur habituelle semblait atténuée. Après avoir discuté de la météo, Miss Marple lui demanda gentiment s'il avait vu quelque chose d'inhabituel le soir de la fête. M. Cottle remua, mal à l'aise, avant d'avouer avoir remarqué James parler à un homme qu'il ne reconnaissait pas. « Un grand gaillard, manteau sombre, marmonna-t-il. Il n'avait pas l'air d'un villageois. Je continuais mon chemin. Je ne voulais pas être indiscrète. Ces paroles, bien que hésitantes, confirmèrent ce que Miss Marple avait déjà commencé à soupçonner. Un étranger était bel et bien présent. Cet après-midi-là, l'agent Peckham confronta Albert Pritchard en présence de plusieurs villageois. « Nous avons des raisons de penser, » annonça Peckham avec plus de fanfaronnade que de certitude, « que vous et votre neveu avez eu une altercation. Certains disent que la dispute s'envenima. Ce ne serait pas la première fois qu'une dispute familiale dégénère. » Albert, le visage rouge, se tenait raide. « Nous nous sommes disputés, oui, admit-il. Il était jeune, insouciant face aux responsabilités, mais je ne lui ferai pas de mal. » Il était de sang. Ses paroles avaient du poids, mais la suspicion persistait. Ceux qui l'écoutaient se souviennent rapidement de chaque haussement de voix, de chaque froncement de sourcils, de chaque mot dur. Cela suffisait à ternir encore davantage la réputation d'Albert, et lorsqu'il partit, les épaules droites, un murmure le suivit comme une ombre. Pendant ce temps, Lydia Barton subissait son propre calvaire. Plusieurs femmes de la paroisse, sous couvert d'inquiétude, la pressèrent de lui donner des détails sur sa dernière rencontre avec James. Lydia, tremblante, affirma une fois de plus qu'elle était rentrée seule à pied. Mais lorsqu'une des femmes fait remarquer d'un ton malicieux qu'un jeune homme ne disparaît pas sans raison, Lydia fondit en larmes. Elle avoua que James avait parlé d'un secret, quelque chose qu'il avait hâte de révéler, bien qu'il ait refusé d'en dire plus avant la fin de la soirée. « Il m'a dit d'attendre », murmura-t-elle, mais il ne vint jamais. Ces paroles, bien que vagues, jetèrent de l'huile sur le feu. Quel secret James avait-il l'intention de partager? Et pourquoi le lui avait-il caché? Miss Marple, en écoutant cette confession,
sentit une petite pièce du puzzle se mettre en place. Elle se souvient de la lettre inachevée à Clara, du bouton de manchette en argent avec son initiale, de la mention d'un visiteur londonien. Les secrets, elle le savait, étaient rarement bien gardés. Ils avaient tendance à refaire surface aux moments les plus inopportuns, entraînant avec eux des conséquences inattendues. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rend visite à Madame Witherby. La femme âgée, pâle et inquiète, admit avoir hésité à parler longuement auparavant. « C'est difficile, Miss Marple, dit-elle à voix basse. On ne veut pas passer pour une commère, mais on ne peut s'empêcher de remarquer certaines choses. » Encouragée par la patience bienveillante de Miss Marple, elle révéla avoir non seulement entendu des voix près de la lisière du pré, mais aussi vu une main gantée se tendre brièvement, saisissant le bras de James. Ce ne fut qu'un instant, ajouta-t-elle rapidement. Les ombres se refermèrent, mais cela me terrifie. Je pensais qu'il valait mieux oublier. Miss Marple ne la gronda pas pour son retard, mais elle comprit l'importance de cet aveu. Quelqu'un avait bel et bien levé la main sur James, et cet acte témoignait de bien plus qu'une simple rencontre. Le lendemain, des rumeurs d'une autre révélation se répandirent dans le village. On disait que James avait été aperçu près du cottage Barton plusieurs soirs avant la fête, discutant à voix basse avec Lydia à la grille. Madame Price Ridley en était bien sûr la source, son regard perçant n'ayant rien manqué, même dans la pénombre. Lydia le nia furieusement, mais le mal était fait. L'implication était claire. Il y avait eu des réunions secrètes, et peut-être des secrets partagés. Que l'affaire soit innocente ou non, le village avait déjà statué. Miss Marple, cependant, ne se laissait pas influencer par les seuls ragots. Elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris. Albert s'était disputé avec James, mais son chagrin semblait sincère. Lydia avait des secrets, mais il relevait davantage du cœur que de la violence. Le récit de Madame Witherby concernant la main gantée désignait une personne étrangère, peut-être la même personne liée au bouton de manchette. Et derrière tout cela se cachait la mystérieuse Clara, dont James avait commencé à écrire le nom sans jamais le terminer. Assise près du feu, les aiguilles à tricoter cliquetant sans cesse, Miss Marple réfléchit à la vérité profonde. Les villages, elle le savait, étaient comme des ruches, en apparence ordonnées, bourdonnant de routine, mais à l'intérieur, chaque abeille portait ses propres rivalités et alliances. La disparition de James Pritchard avait réveillé la ruche, révélant jalousie, demi-vérité et griefs longtemps refoulés. Quelque part dans ce tourbillon de fragilité humaine se trouvait la réponse. Le décor était planté pour de nouvelles révélations. Des secrets avaient commencé à éclater au grand jour, et à chaque fois, la situation s'éclaircissait. Pourtant, la clarté était dangereuse, car ceux qui détenaient les secrets les plus sombres feraient tout pour les dissimuler. Miss Marple, l'air doux, le ton posé, se préparait à ce qui allait arriver. La vérité, elle le savait, ne resterait pas longtemps enfouie. La disparition de James Pritchard avait déjà perturbé St. Mary Mead, mais la semaine suivante apporta un nouveau rebondissement qui secoua encore davantage le village. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de querelles et de rencontres secrètes se transforma soudain en quelque chose de plus sombre, suggérant que le sort du jeune homme disparu n'était pas seulement une question d'insouciance juvénile ou de folie amoureuse. C'est par un mardi matin humide que le drame se produisit. Un ouvrier agricole, marchant péniblement le long du sentier fluvial à la recherche d'une vache égarée, tomba sur un objet à moitié enfoui dans la boue, au bord de l'eau. C'était une sacoche en cuir, trempée et tachée, mais appartenant sans aucun doute à James. À l'intérieur, il y avait des papiers, un peigne et une ou deux petites pièces de monnaie, assez ordinaires. Mais ce qui attira l'attention de l'ouvrier agricole fut la légère trace rouge sur la lanière de cuir. À l'arrivée du gendarme, tout le village était au courant de la découverte. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt la sacoche devint le seul sujet de conversation. L'agent Peckham, gonflé d'importance, porta la sacoche à la salle des fêtes, où elle put être examinée comme il se doit. Les villageois se pressèrent autour, chuchotant, tendant le cou, spéculant. Certains affirmèrent que la tache rouge était du sang, d'autres que ce n'était que de la rouille provenant de la boucle. Peckham déclara gravement qu'elle serait envoyée pour des analyses, même si nul ne savait quel type d'analyse pouvait être pratiqué dans une si petite paroisse. Pour la plupart, la sacoche était la preuve que James avait été victime d'un acte criminel. Albert Pritchard reçoit la nouvelle d'un air sombre. Il examina attentivement la sacoche, confirmant qu'elle appartenait à son neveu, sans toutefois comprendre pourquoi elle se trouvait près de la rivière. « Il n'avait rien à faire là, » murmura Albert.
Il devait m'aider avec les ruches ce soir-là. Il ne s'aventurait pas. Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. Et pendant un instant, même les ragots les plus durs s'adoucirent. Mais le soupçon, une fois allumé, ne s'éteint pas facilement. Certains murmurèrent que la connaissance du terrain d'Albert le rendait d'autant plus susceptible de dissimuler ses méfaits. D'autres se demandèrent à voix haute si Lydia Barton avait invité James à la retrouver près de la rivière. La sacoche, au lieu d'éclaircir les choses, n'avait fait qu'épaissir les ténèbres. Miss Marple observait tout cela avec son calme habituel. Elle était allée dans le hall avec les autres, son sac à tricot reposant légèrement sur son bras, et écoutait avec intérêt les différentes théories. Pourtant, son attention ne se concentrait pas uniquement sur le cartable. Elle observait plutôt les villageois eux-mêmes. La mâchoire serrée d'Albert, les joues pâles de Lydia, le sourire triomphant de Madame Price Ridley et les yeux baissés de Madame Witherby. Chaque réaction racontait une histoire. Et pour Miss Marple, ces histoires étaient plus révélatrices que le contenu du cartable. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit sur le sentier de la rivière où la sacoche avait été découverte. Le sol était humide et les roseaux ondulaient doucement au vent. Elle se pencha pour examiner la terre, notant les empreintes de bottes. Certaines étaient récentes, celles du valet de ferme et du gendarme, mais en dessous se trouvaient des marques plus anciennes, 2 séries rapprochées, l'une plus lourde, l'autre plus légère. Elle les suit du regard, l'air doux, mais l'esprit vif. 2 silhouettes avaient marché là côte à côte. C'était clair. James était l'une d'elles. Elle ne pouvait pas encore le dire. Le rebondissement suivant ne vient pas du fleuve, mais du bureau de poste. Mademoiselle Hartnell, triant une pile de lettres en retard, en découvrit une adressée à James Pritchard. L'écriture était grasse, l'enveloppe légèrement tachée par le voyage. Elle portait la mention et le nom de l'expéditeur était simplement C. Whitmore. La lettre elle-même, ouverte en présence de l'agent Peckham, était brève mais suggérait « Je serai dans votre région plus tôt que vous ne le pensez ». N'en parlez à personne avant notre rencontre. Cette découverte fit sensation. Qui était ce C. Whitmore et qu'avait-il à faire avec James? Pour beaucoup au village, la réponse était évidente. Clara, la mystérieuse figure de la lettre inachevée, devait sûrement être Clara Whitmore. Qu'elle fût une amoureuse, une complice ou quelque chose de plus sombre, son nom était sur toutes les lèvres. Madame Price Ridley annonçait avec assurance qu'elle était une femme du monde, tandis que Madame Witherby craignait qu'elle ne soit une dangereuse aventurière. Albert, cependant, devient de plus en plus troublé. Il déclara n'avoir jamais entendu parler d'un Whitmore, homme ou femme en rapport avec son neveu. « Si James fréquentait des étrangers de Londres, dit-il d'un ton lourd, alors je crains le pire. Miss Marple, seule dans son salon ce soir-là, examinait les événements. Le cartable au bord de la rivière, la lettre de C. Whitmore, le bouton de manchette gravé de son initiale, tout cela suggérait l'implication d'une personne extérieure au village. Pourtant, la nature humaine, elle le savait, se limitait rarement à des catégories bien définies d'étrangers et d'amis. Les étrangers apportent des ennuis, certes, mais la volonté de les accueillir, de leur faire confiance ou de conspirer avec eux venait souvent de l'intérieur. Un village n'était jamais aussi fermé qu'il le paraissait. Le lendemain soir, une autre réunion eut lieu au presbytère. Cette fois, l'atmosphère était plus sombre, moins spéculative et plus effrayante. La sacoche avait conforté la conviction que James était parti pour de bon, et la lettre suggérait qu'il avait été attiré vers le danger. Albert resta assis, raide sur sa chaise, refusant de parler, tandis que Lydia Barton, pâle et renfermée, évitait tout regard. Miss Marple remarqua la façon dont les conversations s'essoufflaient dès que Lydia entrait dans la pièce et les murmures qui la suivaient. Elle remarqua aussi le léger tremblement des mains d'Albert, trahissant un chagrin qu'il s'efforçait de dissimuler. Une fois la réunion terminée, Miss Marple rentre chez elle sous les étoiles, son sac à tricot au bras. Elle avançait lentement, les pensées posées. La sacoche n'était pas un simple indice, c'était un signal. Quelqu'un voulait la retrouver. Quelqu'un souhaitait éveiller les soupçons, façonner le récit que le village se racontait. La lettre, elle aussi, était arrivée à point nommé, presque comme pour confirmer l'histoire d'un lien avec Londres. Miss Marple eut un léger sourire. Dans les romans policiers, comme dans la vie, le timing était rarement le fruit du hasard. Le village se préparait à de nouvelles révélations, chaque foyer étant plus méfiant que le précédent. Derrière chaque rideau, des secrets subsistent, et Miss Marple, patiente comme toujours, se préparait à les voir éclater au grand jour. La découverte de la sacoche et de la lettre de C. Whitmore avait plongé St. Mary Mead dans une agitation plus intense que jamais. Désormais,
Les villageois ne parlaient plus seulement de querelles ou de flirts, mais de complots d'étrangers venus de Londres et de complots trop complexes pour les méthodes brutales du connétable. Les soupçons allaient d'Albert Pritchard à Lydia Barton, de Lydia à la mystérieuse Clara Whitmore, et même à des inconnus qu'on disait avoir aperçus à l'orée du pré. En vérité, personne ne savait rien avec certitude, et c'est cette incertitude même qui maintenait le village en émoi. Miss Marple, assise sereinement dans sa chaumière, observait ses courants tourbillonner avec la patience d'une pêcheuse, attendant le moment propice pour tirer sa ligne. Elle avait recueilli discrètement des boutons de manchette en argent, marqués d'un C, la lettre inachevée, la sacoche au bord de la rivière, les témoignages de Madame Weatherby et de Monsieur Cottle. Chacun était une pièce d'un puzzle. Pourtant, Miss Marple comprend que les énigmes ne se résolvent pas par la force. Il fallait attendre que la nature humaine, dans sa vanité ou sa peur, se révèle. Elle imagina donc un petit test. Tout commença par une simple invitation. Miss Marple, sous couvert de sociabilité, invita Albert Pritchard, Lydia Barton, Madame Weatherby et même Madame Price Ridley à prendre le thé. Elle expliqua que, compte tenu des troubles qui régnaient dans le village, il était de mise d'offrir un peu de réconfort. L'idée d'une réunion dans le salon soigné de Miss Marple semblait assez innocente, et personne ne soupçonnait que la vieille fille avait d'autres intentions que du thé et du gâteau éponge. Pourtant, Miss Marple avait l'esprit aussi vif que ses aiguilles à tricoter, et elle comptait observer ses invités avec un œil attentif. L'après-midi choisi, le petit salon se remplit de voix. Albert, raide, était assis sur sa chaise, les épaules voûtées comme sous un poids. Lydia, nerveuse, se perchait au bord du canapé, les mains crispées sur ses genoux. Madame Weatherby s'agitait et s'agitait, tandis que Madame Price Ridley, toujours sévère, reniflait les tasses en porcelaine comme si elle s'attendait à une inconvenance. Miss Marple, elle, était tranquillement assise dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec régularité, les yeux cachés derrière ses lunettes, mais ne manquant rien. La conversation commença par les banalités habituelles, la météo, les affaires religieuses, la qualité du miel de l'année. Mais Miss Marple, avec une adresse douce, orienta la conversation vers la fête, puis vers James Pritchard. Elle ne posa aucune question directe, seulement de petites remarques apparemment anodines. « Il est curieux », songea-t-elle doucement, comme certaines choses restent gravées dans la mémoire. Je me souviens que James ne portait pas de boutons de manchette ce jour-là, bien que ce genre de choses fasse souvent la fierté d'un jeune homme. Son ton était doux, presque distrait, et pourtant ses paroles tombèrent comme des cailloux dans une mare, provoquant une onde de choc chez ses invités. Albert parut perplexe, mais le regard de Lydia se posa rapidement sur le sol. Les mains de Madame Weatherby tremblaient contre sa tasse de thé, et les lèvres de Madame Price Ridley se lançaient. Mademoiselle Marple continue de tricoter, comme si elle ignorait le silence qu'elle avait créé, puis elle reprit la parole doucement. Et c'est remarquable, n'est-ce pas, comme les lettres arrivent juste au moment où on en a le plus besoin. On pourrait presque croire que quelqu'un souhaite être sûr qu'elles ont été trouvées. De nouveau, ses paroles semblaient oiseuses, mais ses yeux se levèrent brièvement, capturant la légère rougeur qui se répandit sur les joues de Madame Price Ridley. La conversation reprit maladroitement, Madame Weatherby parlant précipitamment de ses roses. Mais le mal était fait. Chacun d'eux était désormais moins à l'aise, chacun se demandant ce que Miss Marple savait et ce qu'elle soupçonnait simplement. C'était précisément son intention, car Miss Marple avait appris depuis longtemps que la culpabilité, lorsqu'on la pousse doucement, se trahit par de petites choses, un rougissement, un tremblement, une envie de changer de sujet. Dans le silence de son salon, ces trahisons étaient évidentes. Après le départ de ses invités, Miss Marple resta assise en silence, réfléchissant. La perplexité d'Albert semblait sincère, son chagrin trop lourd pour être dissimulé. La nervosité de Lydia était celle d'une jeune fille qui craint les ragots, mais pas le crime. Madame Weatherby se sentait accablée de culpabilité pour avoir caché des détails, et non pour avoir causé du tort. C'était Madame Price Ridley, avec sa langue acérée et son air supérieur, qui avait montré les signes les plus révélateurs. Sa rougeur à l'évocation de la lettre, son empressement à esquiver le sujet, son insistance antérieure à raconter des histoires à scandale, tout cela indiquait une connaissance qu'elle n'aurait pas dû posséder. Et Miss Marple, qui savait pertinemment que ceux qui pointent du doigt le coupable avaient souvent quelque chose à cacher, conserva précieusement cette pensée. Pourtant, Miss Marple ne se pressa pas. Au contraire, elle chercha à resserrer les mailles du filet. Ce soir-là,
Elle se rendit au presbytère où elle s'entretint tranquillement avec le révérend Clément et sa femme. Elle mentionna avec sa douceur que certains détails concernant la disparition de James commençaient à s'éclaircir. Madame Clément, qui respectait depuis longtemps les idées de Miss Marple, se pencha avec empressement, mais Miss Marple se contenta de sourire. « Il ne faut pas précipiter les choses, dit-elle. La vérité se révèle en son temps. Mais j'ose dire, révérend, que vous serez bientôt appelé à témoigner d'une folie bien humaine. » Pendant ce temps, le village continuait de spéculer. Certains affirmèrent que James avait été attiré par Clara Whitmore, d'autres qu'Albert avait perdu son sang-froid, d'autres encore que Lydia avait comploté avec lui pour fuir. Mais au-delà de tout ce vacarme, seule Miss Marple demeurait calme, attendant que la dernière faiblesse humaine se révèle. Elle avait lancé son épreuve, et les réactions qu'elle avait observées suffisaient à la guider. La question n'était plus de savoir si la vérité éclatera, mais quand. Le lendemain matin, l'agent Peckham se présente auprès de Miss Marple, les sourcils froncés. Il admit un peu à contre-cœur que l'affaire sortait de l'ordinaire. Miss Marple l'écouta avec bienveillance, lui offrant une tranche de génoise, avant de lui faire remarquer avec douceur. La difficulté, cher agent, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser à ce que disent les gens, mais à ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est là que réside la vérité. Peckham, perplexe, ne laissa personne indifférent, mais Miss Marple avait déjà décidé de la suite, car elle savait que le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin. Une confrontation serait nécessaire, non pas bruyante ni théâtrale, mais subtile et précise. Elle invitait le coupable à se révéler, non par l'accusation, mais par sa propre réaction. La nature humaine, elle le savait, ne peut jamais dissimuler complètement la vérité une fois mise au jour. Et lorsque ce moment viendrait, Miss Marple serait prête à renouer les fils. Ce soir-là, dans son salon, elle posa son tricot et contempla le crépuscule. Les abeilles bourdonnaient doucement dans le jardin d'Albert, de l'autre côté de la rue. Les enfants du village jouaient à voix basse, et le monde semblait d'une paix trompeuse. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. La vérité était à portée de main, prête à éclater. Bientôt, très bientôt, la révélation finale allait éclater. Le village de St. Mary Mead semblait reprendre son souffle, une nouvelle semaine s'écoulant sans la signature de James Pritchard. Les rumeurs, alimentées par la peur, s'étaient transformées en quasi-certitude dans l'esprit de beaucoup. Certains murmuraient qu'Albert Pritchard avait réduit son neveu au silence lors d'une dispute, d'autres que Lydia Barton s'était mêlée à un scandale trop effroyable pour être avoué. Pourtant, aucun de ces soupçons n'est totalement dissipé. Restait le sac au bord de la rivière, la lettre de C. Whitmore, le bouton de manchette en argent et la certitude inquiétante que quelqu'un d'extérieur au village jouait un rôle caché. C'est ce malaise que Miss Marple entendait enfin dissiper. Elle savait que le moment était venu de rassembler les fils. Il fallait tendre un piège psychologique subtil, qui révélerait la vérité sans recourir à la force ni à la menace. La nature humaine, disait-elle souvent, est source d'autodestruction. Les gens se révèlent lorsqu'ils sont confrontés non pas à des accusations, mais à des faits discrets et indéniables. Elle organisa donc une autre réunion, cette fois au presbytère, avec l'entière coopération du révérend Clément. Les villageois pensaient qu'il s'agissait simplement d'une réunion pour faire le point avec l'agent Peckham, mais Miss Marple avait ses propres objectifs. Le salon du presbytère était plein ce soir-là. Albert Pritchard était assis, voûté sur sa chaise, le chagrin gravé sur ses traits. Lydia Barton, pâle et tremblante, serrait la main de sa mère. Madame Weatherby tordait nerveusement un mouchoir, tandis que Madame Price Ridley, les lèvres pincées, rayonnait d'une certitude vertueuse. Même l'agent Peckham, son carnet à la main, semblait abattu par le poids de l'attente. Et dans un coin, silencieuse comme toujours, Miss Marple était assise avec son tricot, les aiguilles cliquetant sans interruption, comme si rien de plus grave qu'une maille perdue n'était en jeu. Le révérend Clément ouvrit la réunion par une prière, puis fit signe à l'agent Peckham de prendre la parole. L'agent s'éclaircit la gorge, répéta les faits connus et conclut lourdement que des investigations complémentaires étaient en cours. Tout cela était vague et insatisfaisant, et la salle s'agita avec agitation. C'est alors que Miss Marple releva la tête, ses yeux doux brillants derrière ses lunettes. « Si vous me le permettez, révérend, dit-elle doucement, il y a un ou deux petits détails qui méritent peut-être qu'on s'y attarde. Rien de remarquable, juste le genre de détails qui semblent insignifiants, jusqu'à ce qu'on les rassemble. » Le silence s'installa dans la salle. Même Madame Price Ridley se pencha en avant, avide de drame. Mademoiselle Marple poursuivit doucement, d'une voix calme et presque conversationnelle.
Tout d'abord, il y a la lettre inachevée que James a laissée sur sa table. Elle était adressée à Clara, et nous avons maintenant appris l'existence d'un certain C. Whitmore, qui lui écrivait de Londres. On peut se demander pourquoi James écrivait à Clara tout en recevant des lettres de C. Whitmore, à moins, bien sûr, que Clara Whitmore et C. Whitmore ne soient qu'une seule et même personne. Il y eut un murmure, vite étouffé. Lydia écarquilla les yeux, Albert fronça les sourcils, et Madame Witherby serra plus fort son mouchoir. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, deux fois, avant qu'elle ne continue. Il y a aussi le bouton de manchette, retrouvé près de l'endroit où James a été vu pour la dernière fois. Un bouton de manchette en argent gravé d'un C. Ce n'était pas celui de James, car il ne portait jamais ce genre de choses. Et la sacoche, découverte près de la rivière avec sa tache étrangement commode. On pourrait supposer qu'elle avait été placée là délibérément, pour nous mener à une conclusion certaine. Mais pourquoi vouloir nous induire en erreur, à moins de craindre que la vérité ne nous apparaisse ailleurs? Madame Price Ridley remua sur son siège, le visage soudain rouge. Le regard de Mademoiselle Marple s'attarda un instant sur elle, puis retourna à son tricot. Son ton resta doux, presque désolé. Il y a aussi la question des souvenirs de Madame Witherby. Elle vit une silhouette saisir le bras de James et entendit des voix, l'une plus aiguë, plus rapide, et qui n'était pas de notre village. Cela suggère un étranger, peut-être même la même Clara Whitmore qui écrivit à James. Mais si un étranger était venu à St. Mary Mead, comment savait-elle où la trouver? Qui le lui avait dit? Qui l'avait guidée jusqu'à la fête? Le silence s'alourdit dans la pièce. Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. Je pense que nous devons nous demander non seulement qui pouvait vouloir du mal à James, mais aussi qui avait intérêt à sa disparition. Albert aimait son neveu. Lydia craignait le scandale. Madame Witherby était effrayée par ce qu'elle voyait. Aucun d'eux, je crois, n'est coupable. Mais il y avait quelqu'un qui prenait plaisir à raconter des histoires de querelles, de flirts, d'inconvenances. Quelqu'un qui insistait sur la culpabilité de Lydia, puis sur celle d'Albert, et qui parlait souvent de Clara, avant que quiconque ait une raison de connaître son nom. Ses yeux se posèrent alors sur Madame Price Ridley, dont le visage était devenu cramoisi. La femme se redressa, bredouillant. « Comment osez-vous suggérer cela ?» Mais sa voix vacilla, tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Le ton de Miss Marple reste doux, mais ferme. « C'est vous, Madame Price Ridley, qui correspondiez avec Clara Whitmore. Vous l'avez connue autrefois, n'est-ce pas, à Londres, avant qu'elle revienne dans notre village avec des histoires de vertu. Clara a écrit à James parce que vous lui avez parlé de lui. Vous vouliez le démasquer, humilier Albert, jeter le scandale sur Lydia. Mais lorsque James a découvert votre implication dans le complot, il a menacé de le révéler. Et vous avez donc réussi à le réduire au silence. » Un halètement parcourt la pièce. Les mains de Madame Price Ridley tremblèrent violemment, s'écria-t-elle, mais sa voix était aiguë, tremblante. Le regard de Mademoiselle Marple était bienveillant, presque triste. Vous avez déposé la sacoche près de la rivière, espérant qu'on la retrouverait. Vous avez laissé tomber le bouton de manchette dans votre hâte, et vous avez parlé de Clara avant que quiconque ait pu connaître son nom. Ce n'était pas seulement de la malveillance envers James, mais de l'envie et de l'amertume envers Albert, Lydia et tous ceux qui ne se soumettaient pas à vos jugements. Je crains, ma chère, que la nature humaine ne vous ait trahi. L'agent Peckham se leva maladroitement, le visage pâle. Madame Price Ridley regagna sa chaise, son attitude de défi s'effritant. Personne ne dit mot. La vérité, désormais mise à nu, était trop crue pour être exprimée. Mademoiselle Marple reprit son tricot dans un léger cliquetis d'aiguilles. Comme si le motif n'était plus qu'un modèle achevé. Le rassemblement se terminait lentement, les villageois s'éloignant dans un silence feutré. Certains jetaient un regard étonné à Madame Price Ridley, d'autres avec une sombre satisfaction. Albert sortit d'un pas lourd. Lydia s'accrocha au bras de sa mère, et Madame Witherby pleurait doucement. Seule Mademoiselle Marple demeurait calme, l'air serein, car elle savait que l'œuvre de justice n'était pas toujours bruyante ou spectaculaire. Elle résidait dans l'observation silencieuse de la nature humaine, dans la collecte patiente des petits détails et dans l'instant doux mais décisif où la vérité ne pouvait plus être niée. Dans les jours qui suivirent la révélation au presbytère, un calme étrange et inquiétant régnait à Sainte-Marie-Mead. Les rumeurs qui circulaient autrefois avec tant d'acharnement se réduisirent à des murmures discrets, car bien que la vérité ait été dite, le village avait du mal à accepter l'idée que même prix Ridleys la fierté, la justice, avait été au cœur de l'affaire. Il y avait du choc, certes, et même de l'indignation, mais sous-jacente se cachait une sorte de soulagement.
Le mystère avait une réponse et les réponses, aussi douloureuses soient-elles, étaient plus faciles à supporter que l'incertitude. L'agent Peckham traversa l'affaire avec maladresse, son attitude mêlant importance et gêne. Il se rend à plusieurs reprises au domicile de Madame Price Ridley, rassemblant papiers et lettres, confirmant sa correspondance avec Clara Whitmore. Il s'empara du bouton de manchette assorti, retrouvé caché dans un tiroir. Il interrogea même ses domestiques, qui avouèrent à contre-cœur des allées et venues nocturnes. Pourtant, malgré ses fanfaronnades, il était clair pour tous que c'était Mademoiselle Marple, et non l'agent qui avait véritablement résolu l'affaire. Peckham lui-même le murmure au révérend Clément, sans toutefois pouvoir le dire à Mademoiselle Marple. Albert Pritchard retourna à ses abeilles, la silhouette voûtée, mais le pas un peu plus léger, maintenant que le sort de son neveu n'était plus totalement inconnu. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, car James avait été jeune et stupide, mais Albert était reconnaissant que la disparition du garçon soit enfin expliquée. Un matin, il confia discrètement à Miss Marple qu'il espérait que James resterait dans les mémoires, non pas pour le scandale de sa fin, mais pour la gentillesse dont il avait fait preuve envers ceux qui avaient pris la peine de la voir. Miss Marple, avec son doux sourire, l'assura que le temps adoucirait les jugements les plus sévères du village. Lydia Barton, bien qu'épargnée des pires soupçons, supportait plus durement que la plupart le poids des ragots. Elle restait proche de sa mère, et ses manières, si imaginables, s'estompent. Miss Marple, l'observant de loin, songea que Lydia retrouverait un jour son éclat, mais qu'elle avait reçu une leçon sur la cruauté des langues insouciantes. Avec le temps, cela pourrait même la rendre plus sage, même si la sagesse avait souvent un prix. Quant à Madame Witherby, elle pleurait ouvertement en évoquant son rôle dans l'affaire. Après tout, elle en avait vu plus qu'elle ne l'avait d'abord admis, et son retard à dire la vérité troublait sa conscience. Miss Marple, cependant, la réconforta avec une assurance tranquille. « Il n'est pas facile, dit-elle gentiment, d'affronter ses peurs. Mais vous avez fini par parler, et c'est l'essentiel. » Madame Witherby s'accrocha à ces mots, comme s'ils pouvaient l'absoudre. Et peut-être d'une certaine manière ils le firent. Madame Price Ridley elle-même se retira de la vue du public. On ne voyait plus sa silhouette autrefois fière arpenter les ruelles, et sa voix aiguë ne résonnait plus dans l'épicerie. Les rideaux de sa maison restaient tirés, et seul un visiteur occasionnel, son avocat ou le gendarme Peckham, était admis. Le village hésitait entre la pitié et la condamnation. Certains murmuraient qu'elle avait été mue par la jalousie, d'autres par la malveillance, mais tous s'accordaient à dire que sa chute était un avertissement. L'orgueil, disait-on, précède la chute, et personne n'a été plus fier que Madame Price Ridley. Miss Marple, tout au long de cette histoire, demeura calme, posée et observatrice, comme à son habitude. Elle écoutait le ton changeant des ragots, la façon dont la suspicion cédait la place au soulagement, puis à la pitié, puis au retour des préoccupations ordinaires. Elle observait le village se tourner à nouveau vers les jardins, les marchés, le rythme tranquille et régulier de la vie quotidienne. Pourtant, elle savait que, sous la surface, le souvenir de l'affaire persiste. Les villages, comme les familles, n'oublient jamais leurs scandales. Ils les intègrent à leur histoire, pour être racontés à mi-voix lorsque les soirées s'allongent. Un soir, alors que le crépuscule s'épaississait et que les lampes étaient allumées, Miss Marple était assise près de son feu tricotant. Elle réfléchissait, comme souvent, aux étranges caractéristiques de la nature humaine. La disparition de James Pritchard avait commencé par une simple absence, celle d'un jeune homme ne rentrant pas chez lui après une fête. De cette absence avait germé la suspicion, les ragots, la peur et finalement la révélation. La vérité n'avait pas résidé dans des preuves ou des pièges astucieux, mais dans les petites trahisons du comportement humain. Un rougissement, un tremblement, une parole trop empressée. Il en était toujours ainsi. Les gens se révélaient non par ce qu'ils voulaient montrer, mais par ce qu'ils ne pouvaient dissimuler. Le révérend Clément lui avait dit la veille « C'est un don remarquable que vous avez, Miss Marple, de voir si clairement ce que les autres ne voient pas. » Elle avait souri modestement, se contentant de répondre « On voit beaucoup quand on vit assez longtemps et qu'on y prête attention. » Pourtant, elle savait que ce n'était pas seulement l'âge, c'était l'étude des gens, de leur vanité et de leur folie, de leur bonté et de leur cruauté. Pour elle, les manières de Sainte Marie Mead ne différaient pas des grands drames de Londres ou de Paris. La nature humaine était la même partout. Les abeilles bourdonnaient dans le jardin d'Albert, comme toujours, et leur son résonnait dans l'air du soir comme un rappel de la stabilité au milieu du tumulte. La vie continuerait, comme toujours, mais dans les coins tranquilles du village,
Lorsque les voisins se réunissaient autour d'un thé ou s'arrêtaient à la poste, l'histoire de la disparition de James Pritchard serait racontée encore et encore. Et toujours, au cœur de ce récit, se trouverait la figure de Miss Marple, modeste, sans prétention, mais plus perspicace que tous les agents de police d'Angleterre. Alors qu'elle posait son tricot et se préparait à aller se coucher, Miss Marple s'autorisa une dernière pensée. Les gens, songea-t-elle, étaient infiniment surprenants dans la façon dont ils se trompaient eux-mêmes, mais rarement dans la façon dont ils se trahissaient. C'est pourquoi, en fin de compte, les mystères ne se dévoilent pas grâce à l'ingéniosité, mais à la folie. Et avec cette vérité tranquille, elle sourit, éteignit sa lampe et laissa le village de St. Mary Mead retrouver sa paix fragile. Bien qu'en apparence St. Mary Mead ait repris son rythme habituel, l'ombre de l'affaire planait discrètement sur les chaumières et les haies. Le presbytère résonnait à nouveau des réunions paroissiales. L'épicerie reprenait ses discussions sur le rationnement du sucre et le prix de la farine, et les écoliers couraient dans les ruelles à la poursuite de leur jeu. Pourtant, sous la surface, l'histoire de la disparition de James Pritchard et du démasquage de Madame Price Ridley est devenue un élément permanent du folklore du village. Telle une fêlure dans une tasse de thé, invisible au premier abord mais toujours présente, elle modifiait la façon dont les gens se percevaient, même dans les échanges les plus ordinaires. Miss Marple remarqua ces subtils changements avec son sens habituel du détail. Albert Pritchard, par exemple, marchait plus lourdement qu'avant, son chagrin atténué mais non apaisé par la résolution du mystère. Les villageois l'accueillant maintenant avec bienveillance, leur méfiance remplacée par de la sympathie, mais Albert semblait peu disposé à accepter du réconfort. Il se consacrait à ses abeilles avec une intensité presque fiévreuse, comme si le bourdonnement des ruches pouvait étouffer ses souvenirs. Miss Marple se disait qu'un tel travail pourrait s'avérer salutaire avec le temps, car un travail soutenu atténuait souvent le chagrin. Mais elle savait que cet homme ne retrouverait jamais tout à fait sa bonne humeur d'antan. Lydia Barton, en revanche, retrouva peu à peu ses faveurs. Si certains murmuraient encore derrière leurs rideaux, les rumeurs les plus virulentes s'étaient reportées sur la disgrâce de Madame Price Ridley. Lydia arpentait les ruelles avec plus de liberté désormais. Même si son pas était modéré et son éclat juvénile terni, elle souriait poliment lorsqu'on lui adressait la parole, mais riait rarement comme autrefois. Miss Marple songea que Lydia avait payé le prix de ses flirts, non pas par le crime ou le châtiment, mais par la cruelle éducation du scandale. Cela laisserait des traces, peut-être même qu'elle la tempérerait par une plus grande prudence. De telles leçons, songea Miss Marple, étaient souvent apprises à la dure. La pauvre Madame Wetherby restait troublée. Bien qu'absoute de tout, tort, elle portait en elle la culpabilité de l'hésitation. Convaincue que si elle avait parlé plus tôt, les événements auraient pu se dérouler différemment. Mademoiselle Marple la rassurait gentiment chaque fois que leurs chemins se croisaient, lui rappelant que la vérité, même tardive, avait quand même fini par éclater au grand jour. « On dit rarement tout d'un coup », lui dit gentiment Mademoiselle Marple. « Il est humain de trébucher, et humain aussi de réparer ses trébuchements le moment venu. » Ces mots apportèrent un certain réconfort à Madame Wetherby, même si sa conscience ne l'oubliera jamais complètement. Et puis, il y avait l'absence de Madame Price Ridley elle-même. Ses fenêtres restaient closes, son jardin à l'abandon, sa silhouette autrefois imposante invisible dans les ruelles. Les domestiques allaient et venaient discrètement, et on disait qu'elle projetait de quitter définitivement St. Mary Mead. Rares furent ceux qui pleurèrent son départ. De fait, un étrange soulagement régnait dans le village, comme si un critique constant avait été réduit au silence. Pourtant, même dans sa disgrâce, elle demeurait un sujet de fascination. « Imaginez » s'exclama Madame Bartlett un matin chez l'épicier, « pensez que c'était elle depuis le début, à semer la zizanie sans qu'on s'en doute. » Ce refrain résonna dans de nombreux foyers, l'incrédulité mêlée de satisfaction que les plus fiers d'entre eux aient été démasqués. L'agent Peckham, quant à lui, affichait une certaine suffisance chaque fois que la question était abordée. Il racontait l'histoire comme si ses propres efforts avaient été décisifs, oubliant commodément que Miss Marple avait rassemblé les fils. Les villageois indulgents lui laissent son récit. Il savait qui avait résolu l'énigme. Mais il comprenait aussi que les hommes, surtout ceux en uniforme, aimaient se considérer comme les héros de leurs propres histoires. Miss Marple, quant à elle, ne le corrigeait jamais. Elle n'avait nul besoin de reconnaissance, et préférait même que son rôle passe inaperçu.
La satisfaction de comprendre la nature humaine était suffisamment récompensée. Un après-midi, alors que Miss Marple tricotait près de la fenêtre, le révérend Clément s'arrêta pour lui rendre visite. Il parla de la paroisse, du départ de Madame Price Ridley et du retour stoïque d'Albert Pritchard auprès de ses abeilles. Puis, baissant la voix, il dit « Je ne peux m'empêcher d'admirer, Miss Marple, la façon dont vous percevez ces choses. Là où d'autres voient la confusion, vous trouvez la clarté. Comment y parvenez-vous » Miss Marple sourit, ses aiguilles cliquetant doucement. Ce n'est pas de l'intelligence, révérend, mais de l'observation. Les gens se révèlent dans les plus petites choses par ce dont ils rougissent, par ce qu'ils nient trop fermement, par l'empressement avec lequel ils accusent les autres. Il suffit de remarquer. Le révérend hocha la tête pensivement, comme si ses paroles contenaient une leçon à transposer dans ses sermons. Lorsqu'il partit, Miss Marple resta assise un moment, silencieuse, à réfléchir. Elle pensa à James. Pritchard, jeune et insensé, entraîné dans un projet au-dessus de ses forces. Elle pensa à Albert, dont les abeilles bourdonnaient fidèlement malgré la fragilité humaine. Elle pensa à Lydia, châtiée par le scandale, et à Madame Weatherby, accablée par le souvenir. Et elle pensa aussi à Madame Price Ridley, anéantie, non seulement par la malice, mais aussi par l'envie, l'orgueil et un besoin irrésistible de s'immiscer. C'était, songea Miss Marple, une histoire aussi vieille que toutes celles qu'elle avait jamais vues. La folie humaine, revêtue de nouveaux habits, mais toujours la même au fond, à la tombée du jour et sous les lampadaires, St. Mary Mead redevint le village tranquille qu'il avait toujours été. Pourtant, pour Miss Marple, cette tranquillité n'était qu'apparente. Derrière elle, les mêmes drames et faiblesses se rejoignent sans cesse. Orgueil, jalousie, gentillesse, vanité, loyauté, trahison. Elle savait que tôt ou tard, un autre mystère viendrait troubler cette paix, et qu'une fois encore, la nature humaine affichait ses schémas familiers. Mais pour l'instant, elle s'autorisa le réconfort du calme. Elle posa son tricot, se versa une tasse de lait chaud et contempla les ruelles paisibles de son village bien-aimé. Et tandis qu'elle s'installait dans son fauteuil, elle murmura doucement « Les gens sont partout pareils. Ils trompent, ils cachent, ils trahissent, mais ils révèlent aussi. Il suffit d'un peu de patience pour s'en rendre compte. » Sur ce, Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Les abeilles bourdonnaient dans le jardin d'Albert. L'air du soir était calme et sainte. Mary Mead reposait de nouveau dans une paix fragile, surveillée par des yeux qui voyaient plus que quiconque ne pouvait l'imaginer.